Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Haranai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de Jordan Philippe. Ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Ah oui. Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Dive. Oh, ça. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Catchacast. On reste sur la veine japonaise, on vous avait prévenu, parce que il s'est passé le grand mess, comme on dit, de l'été pour les fans de catch et les fans de catch de qualité. Tout de suite, voilà, on sent les opinions orientées. La modestie. La modestie, et vous avez entendu sa voix, c'est parfait, ça me permet de le laisser s'introduire. Salut Félix. Salut Mehdi. Bon, écoute, toi aussi tu as vibré en décalé. Coupé décalé même. Coupé complètement décalé sur le J1 Climax, parce que c'est de ça dont il va être question. Yes. Donc on rappelle très rapidement, s'il y a des gens qui n'avaient pas écouté notre émission de 4 ou 5 heures de l'an l'émission la plus longue de la Terre, dont le monteur a souffert. Oui, c'est ça, c'est pour ça que là on va essayer de faire en sorte que ça soit un chouïa moins violent pour nous comme pour vous. On n'a pas eu trop de plaintes, donc on sait qu'on a des fans à des podcasts qui sont plutôt amateurs de podcasts longue haleine. Ça accompagne leur voyage. Mais les fans de catch ne sont qu'amour. Donc le J1 Climax, qu'est-ce que c'est ? Comme je disais, c'est un peu c'est l'explosion de en général plutôt de talent et de l'été du catch de la fédération NJPW, New Japan Pro Wrestling, et donc c'est un tournoi divisé en 2 blocs qui va faire en sorte qu'on se retrouve à la fin avec 2 catcheurs pour gagner donc le trophée J1 Climax qui n'est pas uniquement beau pour le mettre dans les yeux et pour le salon, beau dans les yeux et pour le mettre dans le salon pour frimer auprès des gens qui ne connaissent pas le catch japonais. Il a un autre attribut assez spécial, il permet un truc assez particulier. Il permet de monter vers les étoiles, et celle surtout du Tokyo Dome, la plus grande arène nippone. Oui. Et le show phare de la New Japan Pro Wrestling, donc c'est Wrestle Kingdom, tous les 4 janvier, qui réunit la plus grande carte entre guillemets de l'année, qui fait que toutes les rivalités se terminent ou commencent parfois. Et donc le gagnant du J1 Climax, donc toujours des catcheurs poids lourds, gagne une opportunité au titre de championnat poids lourd IWGP, blablabla. IWGP. IWGP. International Wrestling Grand Prix. Wrestling Grand Prix. Voilà, on s'embrouille tout seul, mais c'est et bien. pourtant on est connaisseur, c'est dire. Qu'est-ce que ce serait si on n'était pas et donc qui donne une opportunité à ce titre-là, ouais. Et surtout une place en main event du fameux show. Et donc cette année, particularité, c'est que Wrestle Kingdom sera double. Il n'aura pas lieu simplement le 4 janvier, mais aussi le 5, le lendemain. Et d'ailleurs, nous sommes au moment où nous enregistrons dans une attente d'une possibilité, mais on y reviendra après. On va pas vous manger les plaisirs qui seraient potentiellement assez intéressante. On vous en dit pas plus. On va commencer. Alors, on a découpé l'émission différemment de l'an dernier.
On va procéder par, on va dire, 2 grandes parties. La première, ça va être de revenir sur l'ensemble des catcheurs, bloc A et bloc B, et dire globalement ce qu'on a pensé de leur G1 Climax sans entrer dans le détail. Et puis, un petit peu plus à la loupe, revenir sur certains matchs phares sur lesquels moi, en grand barjot des familles, j'ai encore regardé l'ensemble, l'intégralité on va dire. Oui, parce que pour remettre dans le contexte, ouais. Toi, tu as suivi quasiment en direct le tournoi. Ouais. Donc c'est-à-dire 1 mois et demi de show de catch, c'est-à-dire pour compter seulement les matchs de tournoi, parce que j'ai fait mon calcul, 90 matchs. C'est ça, punaise. Parce qu'il y a 10 catcheurs par bloc et chacun s'affronte comme un tournoi de poule au foot ou ce genre de sport. Exactement. Et moi, je n'avais pas vraiment beaucoup d'internet là où j'étais, parce que moi j'étais en GIF. Je l'ai suivi à la fois en GIF, mais aussi en résultat, parce que des fois, je suis un fan impatient, donc j'ai envie de savoir. C'est dur. Et merci Monsieur Lariato. Voilà, merci Monsieur Lariato, merci Italo Santana, merci à tous, c'est vrai, tous ces gens merveilleux qui ne vivent que pour le catch. Magnifique. Aurait dit Michel Drucker. Et donc, je me suis un peu tapé le G1 en condensé après mon retour de mes belles vacances. Eh ben, très bien, c'est l'essentiel. Tu es là, tu es reposé, tu es prêt à en découdre. Et puis, comme on vous disait, après, on ira à la loupe sur certains instants phares. Et puis, évidemment, un peu plus de temps en conclusion pour atterrir sur le résultat de la finale, plus évidemment ce qui en découlera. On arrive donc. Alors, premier jour déjà, je le précisais juste avant sans faire dans le détail, assez intéressant parce que historiquement, notamment, l'opening de G1 Climax n'était pas au Japon. Il était au Texas. On y reviendra après. En tout cas, je vais te laisser, Félix, lister les catcheurs et on va en dire à la fois ce qu'on a pensé de leur place dans le G1 et de leurs prestations globalement, en étant spoiler-free. Donc, si vous voulez nous suivre progressivement, si vous voulez n'écouter que ça, rattrapez votre retard du G1 si vous ne l'avez pas encore vu et puis revenir après. Je t'écoute. On va te suivre. On va commencer dans le bloc A par le champion poids lourd en titre, ce bon Okada Kazuchika. Qui a fini le tournoi avec 14 points, donc ça veut dire à chaque fois... tu donnes les points. Voilà, je les ai, donc autant les donner. Donc un peu de stats ne fait pas de mal. 14 points, oui mais je ne dis pas qu'il a gagné ou pas. 14 points, ça donne le donc ça veut dire 7 victoires. Parce que 2 points par victoire, rappelons-le. Voilà, et un tournoi presque parfait pour notre champion adoré. Ouais, globalement très très propre comme d'habitude. Comme d'habitude, pas exceptionnel. Non, mais plus quand même en fait, impeccable, mais plus que ça. C'est-à-dire quand il faut monter. Moi, je dirais presque pas exceptionnel parce que il fallait entre guillemets se brider pour laisser la place. J'ai presque envie de dire. On commence déjà à lire entre les lignes, mais bref. Mais sinon, oui, aucun souci dans l'exécution des matchs. Très à l'image, on en reparlera peut-être après, mais très à l'image de ce G1. Enfin, de mon point de vue, peut-être que tu auras un avis. Non, mais je crois que je vais te rejoindre. Mais c'est-à-dire que entre les G1 qu'on a eu précédemment, par exemple celui de l'année dernière, surtout l'an dernier, vous pourrez écouter nos réactions en podcast, et celui d'avant, qui étaient vraiment des cuvées. C'est surtout magnifique. C'est surtout ça le truc. Out of this world. Ouais. Et surtout après le dernier Best of Super Juniors qui était aussi gonflé à bloc. Avec Will Ospreay et Takagi en finale. Et Takagi qui était vraiment digne d'une finale de G1. Ce G1 là a paru un peu, alors qu'il était vraiment très bien classé en termes de performers présents. Il était excellent là où les autres étaient exceptionnels. Voilà. On va dire ça. On va faire simple, parce que sinon, on avait promis de pas faire 5. C'est ça. Après, Okada... pardon, tu voulais rajouter autre chose. Oui. Parce que moi, je prends beaucoup de notes. La régie me fait un signe. Je prends beaucoup de notes, même si je suis en retard sur le tournoi. J'ai aussi noté tous les matchs 5 étoiles ou plus donnés par le fameux célèbre et légendaire Dave Meltzer, donc journaliste américain et critique, qui regarde beaucoup la New Japan. Donc voilà, c'est vraiment un truc subjectif de sa part, mais c'est parfois indicatif de certaines choses. Donc pour ce n'est pas au Tokyo Dome, ça n'a pas 5 étoiles. Ça, c'est la blague qu'on a sur Dave Meltzer, pas nous, mais en général. C'est vrai. Et pour le coup, Okada a eu 3 matchs à 5 étoiles ou plus.
dont le meilleur match classé par Dave Meltzer dans le tournoi, Ospreay contre Okada, au Korakuen Hall. Donc, petite salle très très prisée. Confidentiel. Confidentiel, oui. Que tout fan de catch doit un jour essayer d'investir. Oui. Donc voilà, donc il a fait le taf. Non, globalement, là-dessus, il n'y a pas de souci, que ce soit sur la moyenne indexée à l'échelle Meltzer, comme sur nos observations à nous. Après Okada, nous dirigeons... On avait l'autre ace de la compagnie. L'increvable Hiroshi Tanahashi. Qui a fini le tournoi à 8 points. Donc Hiroshi Tanahashi, qui était le champion du D1 de l'an dernier. Yes. Qui avait battu Kota Ibushi en finale dantesque d'ailleurs. Ouais, et qui a beaucoup fait scission, on va dire, notamment chez nous. Dans le crew du Catchacast. On en reparlera tout à l'heure. Mérité, mais c'est le capital sympathie d'Ibushi qui faisait profitait d'un boost de popularité qui était insoupçonné au Japon. Et je pense qu'ils ont capitalisé là-dessus. Ils avaient eu le nez fin comme ils ont d'habitude, Gedo et compagnie. Et donc là, c'était un peu en mode j'ai tout donné l'an dernier. Là, je vais me reposer un petit peu quand même. On y reviendra, mais bon. Reviens-y tout de suite. Pas se reposer sur ses lauriers. Hein. Je te fais pas dire ce que t'as pas dit, hein, mais honnêtement. Il a quand même vachement donné de sa personne. C'est certain que c'est pas comparable avec l'an dernier, parce que c'était impossible de faire autrement. Si tu le fais gagner, il faut forcément qu'il se défonce vraiment pour la cause. Mais ça restait quand même assez violent. Bref. Donc d'autres détails stats avant d'enchaîner. Pas de stats, parce qu'il me semble que lui n'a pas reçu de belles notes 5 étoiles cette année. En effet, mais il faut noter que par exemple, on a eu enfin aux États-Unis Okada contre Tanahashi en journée d'ouverture. Franchement, c'était, je trouve, peut-être le highlight du tournoi pour Tanahashi, avec son match contre Will Ospreay le jour 17, donc le dernier jour du bloc A. Voilà, mais entre les deux, je trouve qu'il s'est super bien débrouillé. C'est Tanahashi dont on parle, c'est un dieu sur terre, comme dirait Kota Ibushi. Mais voilà, c'est un petit tournoi qu'il a abordé tranquillement, quoi. Ouais. Next. Oui. Next, nous avons ce bon et grand Bad Luck Fale. La blague. Parce que voilà, changeons un peu de rythme. Bad Luck Fale qui finit lui aussi avec 8 points. Parce que c'est un peu le Godzilla du roster, quoi. C'est un peu le monstre, donc il faut toujours le crédibiliser, même si ça fait longtemps qu'il est fini. Il est fatigué, ouais, vraiment. Il tient plus le rythme, cardio, il est... Et dire qu'ils ont laissé Bad Luck Fale. Heureusement, ils n'ont pas pris Yoshihashi cette année. Il manquerait plus que ça. Désolé, Laure. Mais ils ont laissé Bad Luck Fale. Ils n'ont pas laissé sa chance ni à un Tamatonga, par exemple, dans le Bullet Club. Et surtout à Suzuki Minoru. Et ouais. Mais bon, après... Il y a des raisons, je pense que parce que commence à vieillir et donc on veut le ménager un petit peu. Il doit y avoir ça, et puis ils ont été assez finaux et malins. On reviendra à la dernière journée, notamment du J-Wayne, où on retrouve ce cher Minoru très hypé et bien vénère. Oui, non, Bad Luck Fale, ça me fait mal parce que c'est quand même un mec qui a été très longtemps, on repense à l'époque Bullet Club H d'or avec comment s'appelle-t-il avant Finn Balor, avant son nom Finn Balor, Prince Devitt, qui était fit, qui était très bon catcheur, etc. Encore jusqu'à il y a quelques années, il tenait la rouste en tant que bon mastodonte. Mais là, oui, voilà, comme dirait ce cher Jérôme qu'on salue, il est carbonisé, quoi. Il est en sueur au bout de 2 minutes de match. Les exécutions sont pour moi, il devrait se contenter des matchs par équipe multiman, comme on dit. Il faudrait qu'il arrête, surtout. Et du rôle du gros bras, quoi. Ouais, faudrait qu'il arrête. Bon, après, c'est toujours la question des réalités financières ou du contrat en route. Mais et puis surtout que le G1, c'est vachement éprouvant. C'est pas que du kayfabe de dire ça. C'est vraiment éprouvant. Mais de toute façon, il était globalement ménagé. Donc voilà, on oublie. Pour lui comme pour nous, j'ai envie de dire. Pas loin d'être extraordinaire, très oubliable. Exactement. On reste dans le Bullet Club ensuite avec un petit Kenta.
des familles, qui a Voilà. débarqué. Enfin, tu mets la charrue avant les bœufs, là. T'as fait un spoiler chronologique. Ah non, Kenta, il est dans le bloc A. Non, mais sur le Bullet Club. It was at this moment he knew. He fucked up. Oui, c'est vrai. J'ai Mais c'est spoilé. pas grave. J'ai spoilé. Voilà, bon, comme ça... Mais je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Le G1 est passé, fallait le voir. Je prends des notes, hein. Mais non, bah écoutez, comme ça c'est annoncé, bon, il se trouve effectivement que Kenta est passé au Bullet Club sur la fin justement du Parce G1. qu'il avait, il avait une invitation de Katsuyori Shibata, l'un de ses meilleurs amis dans le business. Donc après son départ de la WWE, il arrive à la New Japan. Pas forcément très bien accueilli par le public japonais. Hein. Vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Gros il y a un désamour. gros patriotisme des fans japonais, j'ai l'impression. Pas seulement parce que c'est plus le Kenta qu'on avait des années de la Noah où il était vraiment hyper stiff, hyper talentueux et tout ça. Il a toujours du talent, mais c'est plus la même personne. Et puis il a eu des bons matchs dans ce tournoi, notamment contre Ospreay, contre Ospreay, ouais, tout à fait. Contre Ibushi par exemple. Aussi. Ouais. Mais je pense que l'angle donc que j'ai un peu spoilé, qui a fait qu'il a trahi à un moment Ishii dans un match par équipe à la fin du G1, et donc qu'il a fait que Katsuyori Shibata a essayé de venir pour lui dire non mais tu fais des conneries mon pote, et ensuite que le Bullet Club est venu révéler que Kenta était de leur côté. Je pense que c'est histoire de le réactiver un peu, quoi, et de profiter de cette hit, comme on dit dans le jargon, pour le faire haïr comme il se doit, quoi. Ouais, non, je pense que c'est le choix le plus futé, effectivement, pour sa place future. On y reviendra. Globalement, tu as un peu lâché le mot. Moi, je trouve plus que correct, au vu de son âge et de son arrivée et de la réadaptation au catch japonais, on va dire. Non, vraiment, ça reste classique dans l'exécution, mais moi, je me suis pas spécialement ennuyé pendant ces matchs. Contrairement, on y reviendra après, un autre nouvel arrivant tout frais à la NJPW. Next, nous avons les Ingorbernables de Japon avec Evil. Ah, ton petit chouchou. Je te Mon laisse petit chouchou. ça parler. À 8 points à la fin, comme Kenta d'ailleurs. Evil qui montre que certes, c'est pas le meilleur catcheur du monde, mais il est charismatique, il donne, vraiment, et il devrait prétendre à un meilleur poste, je pense, au sein de la compagnie, parce que malgré tout, il donne vraiment des bons matchs. C'est pas forcément des 5 étoiles, mais à chaque fois qu'on le voit, par exemple, je pense à ce match contre Ibushi, qui était d'une qualité surhumaine, alors qu'on s'y attendait pas et que Meltzer a complètement ignoré dans ses 5 étoiles. Quel jour C'était un des premiers jours, il me semble. Ouais. Je vais te dire ça tout de suite. Evil Ibushi, c'était le jour 3. Je vais te dire exactement mes notes parce que pour le coup elles sont bien. Ce match montre qu'Evil est tout aussi rapide que Sanada, mais en plus charismatique et impactant dans ses coups. Evil est supérieur à Sanada, voilà. Et Ibushi toujours au service du talent de son adversaire surtout. Voilà, donc s'il y a un match à voir de ce tournoi avec Evil, c'est contre Ibushi. C'est très drôle que tu parles de ça parce que c'est une des rares notes où j'ai fait une très grosse digression parce qu'à la base on devait, si les astres s'alignaient, enregistrer ensemble le récap, ça ne s'est pas fait, on s'adapte, mais j'avais noté tout un parallèle où j'expliquais qu'il y avait effectivement un quota Ibushi, encore des étoiles, qui même sur un ceiling un peu maladroit de sa cheville abîmée pendant le match, ouais. Se débrouiller. Et surtout, c'est là où je me posais pendant de nombreux moments dans mes notes la question effectivement de la place de Evil, dans le sens qu'est-ce qui l'attend, ce bonhomme-là, parce que certes, Naito est vieillissant dans les Ingorbernables de Japon, mais je pense que le seul titre qui peut encore lui aller, c'est le titre intercontinental, donc Evil potentiellement ne l'aurait pas. Il y a d'autres catcheurs qui peuvent être aussi en lice assez rapidement. Takagi est très poussé. La New Japan, c'est un roster hyper dense. C'est dingue. Fait de talent. Beaucoup moins, mais c'est très concentré. C'est dense, c'est le mot. Et donc tu l'as lâché. Je pense que ils ont un optique de booking qui est très
utile dans la création de stars parce que chacun peut avoir son heure de gloire, notamment post-G1, on en parlera, parce que battre un champion dans le G1, c'est s'accorder une opportunité au titre, donc un spotlight particulier au show entre le G1 et Wrestle Kingdom. Ouais. Mais après, c'est difficile de concrétiser pour chacun. Là, en ce moment, le gros chouchou en ce moment, c'est Jay White. On en parlera après. Mais qu'est-ce qui peut lui rester? C'est-à-dire le titre intercontinental, il y a d'autres pour le briguer. Le Never, c'est le bouche-trou pour pusher des gens ou pour faire une feud comme on a vu récemment entre Ishii et Taichi qui peut relancer des catcheurs un peu en titre panne. De transition, ouais. C'est un titre de transition. Même au niveau des tournois, il n'a pas le profil pour les Super Juniors, là où un Ishimori des Ingor Bernabé y serait. C'est ça ma vraie question. Il lui reste quelle place? C'est vraiment, pour moi, c'est le second magnifique, mais qui n'a vraiment aucune consécration potentielle. Sanada, je te hais. On y reviendra après et malheureusement, enfin pour les fans de Sanada en tout cas, on se rejoint là-dessus parce que Sanada, lui, a un autre genre de embrayons sur Sanada qui faisait partie du bloc A aussi et des LIJ. C'est parfois Sanada qui lui ne fait que monter en popularité, en tout cas localement au Japon, alors que franchement c'est un super catcheur, il n'y a pas de souci, mais on en a déjà parlé sur de précédentes émissions. Michael, par exemple, de l'équipe du Kachaka, est vraiment pas d'accord avec nous. Oui, il l'encense sans problème. Et je pense qu'il salue le fait qu'il soit très populaire au Japon aussi. Je pense qu'il est clairvoyant dans ce sens-là que la New Japan le repère. Parce que par exemple, il a eu un match encore 5 étoiles, enfin en tout cas Dave Meltzer lui a accordé cette note, contre Okada, et il l'a battu cette fois-ci. Et donc il aura une opportunité au titre sans doute en octobre. Sanada, il a la popularité facile en fait, parce que je pense aussi, s'il avait pas cette belle gueule, ce beau physique, c'est très athlétique, au niveau personnage et charisme surtout ça, ouais, c'est absent quoi. C'est zéro miedo quoi. Là c'est zéro charisme. Voilà. Et je pense il a eu un bon tournoi. Le match contre Zack Sabre Jr. à la journée d'ouverture qui était très focus chain wrestling, donc un peu différent des côtés stiff et strong style habituels du G1, était très intéressant. Mais au-delà de ça. Mais le problème, c'est ce que j'ai noté, je reprends mes notes sur le Zack Sabre Junior Sanada. Donc Sanada a gagné comme tu l'as dit, mais moi j'avais noté que c'était un peu un moment de creux, notamment au milieu du match, où justement Sanada essaye de jouer le jeu de Zack au niveau des prises et trucs, mais il suit pas quoi. Donc il y a vraiment un côté, et c'est souvent un truc que je retrouve dans les matchs de Sanada, il y a un côté vas-y je suis en place, viens on enchaîne. C'est son counter, son espèce de contre-finish qui vend un peu le truc, qui lui permet de gagner à peu près correctement. Mais globalement, tu vois, là où tu as un Okada qui est dans la stratosphère et qui sait s'adapter à n'importe quel catcheur, ça reste encore aujourd'hui impressionnant. Et que les autres, avec leur style, imposent vraiment quelque chose. Lui, il n'y a rien, quoi. Il y a son Lock in Paradise qui, je trouve... c'est rigolo, mais c'est pas tout à fait comédie wrestling. C'est son gimmick de house show, limite. C'est ça. Dont il abuse. C'est son Zero Miedo à lui, de Pentagon. Voilà. Junior, on vous en parlera dans une prochaine émission sur la AEW. C'est ça qui est un peu désolant, je trouve. C'est dommage. On n'a pas le fighting spirit qu'a Evil. Qui l'avait. Moi je précise parce que je l'appréciais beaucoup il y a quelques années, et là quand il sombre dans l'ovation et l'autocélébration facile. Mais bref, comme je disais, sinon on va faire 5 heures. Qui avons-nous encore 5 heures de haine, c'est pas 5 heures de haine. Qui nous avons encore dans ce bloc A? On en a parlé, Zack Sabre Jr. Oui. Qui là a eu un tournoi, enfin en tout cas au niveau kayfabe on va dire, de merde. Ah ouais? Et il a fait que perdre. Il finit avec 8 points lui aussi, comme la plupart des participants du bloc A. Donc ça veut dire 4 victoires sur 8. Parce que chacun... Non, ou 9, pardon. Parce que chacun a 9 matchs, vu qu'il y a 10 participants par bloc. Il a eu beaucoup de moments de frustration et de remise en question. Mais j'ai trouvé que c'est bien que tu soulignes ça. C'était pas mal. C'est une bonne évolution du personnage. Et puis je vois bien, Zack Sabre, il fonctionne souvent par cycle à la NJPW comme ça, c'est-à-dire de frustration, il revient genre préparé comme Jaja quoi. Comme Jaja. Voilà. Et il revient avec une New Japan Cup parfaite, par exemple, comme l'an dernier.
Et puis même les matchs qui marchent, quand ils marchent très bien. Donc Non, ça reste. je trouve que il peut encore pousser un peu plus loin, Mm. peut-être vers un titre intercontinental, par Oui, exemple, ou un oui, titre Never. oui, Ne serait-ce typiquement. qu'un titre Never, ça serait bien. Mais Never, c'est trop bas pour lui, moi je trouve. oui, mais il peut en faire quelque chose. Bon, à chaque fois on dit C'est ça, vrai, on dit c'est vrai. ils peuvent en faire quelque chose, ils peuvent vraiment Mais il est faire un tellement croisement ingrat, le poids titre lourd, Never, junior, mais Ouais. Poilure. poilure, beaucoup de poilure. Mais je pense que lui il pourrait marcher, surtout qu'il a un style très hybride, très chain wrestling, très British wrestling, catch as can, pardon si j'arrive à m'exprimer. Voilà, faut aussi des perdants dans le tournoi, je pense. Oui, c'est ça. Mais lui, c'est vraiment plus perdant magnifique, mais dans le sens où ça construit quelque chose. Tu parlais de Ouais. Kefeb, je pense que c'est vraiment pas perdu. On a fini le bloc A, là. On est loin d'avoir fini, il nous reste Non. 2 personnes qui Deux. étaient essentielles au bloc A, non 3 personnes. Ouais. Euh, Je crois qu'il y a Monsieur Lance Archer. Oui, Voilà. qui Ah n'est bon. pas le frère de Tristan Archer. Tout à fait. Lance Archer, donc qui était pour Révélation pour moi. oui, pour la Enfin, première on fois dans le connaissait, mais- D1 depuis des années, Ouais. parce que le bonhomme a plus de 40 ans, il me semble. Mm. Donc c'est celui qui est fini avec le moins de points, Mm. mais avec le plus de bonnes impressions. Complètement. Ouais. Vraiment une prise old school où il fait quasiment tout le tour du ring, un nouveau gimmick au niveau de sa tronche. Bon, c'est vrai qu'on en avait parlé, notamment capillairement parlant. C'était très soigné sur le premier match au Texas, et puis après c'est devenu de plus en plus dégueulasse Après, il a au évité grunge. plusieurs douches. je pense. Voilà, c'est ça, il a oublié de mettre de l'après-shampoing, mais je sais pas, est-ce que c'était pas aussi pour continuer à se faire son perso encore plus crasseux, Oh, encore, peut-être. j'en sais rien. Enfin, son match au show d'ouverture, qui était le premier match en plus, Contre Ospreay. contre Ospreay, était phénoménal. Ouais, grave. Le chokeslam sur la table à l'extérieur du ring, waouh quoi. Ouais, c'était très très chouette. Mais ça a fonctionné très très bien. Après, il y a une réalité, on parlait du fait que le premier show était au Texas. Il y a un truc qui a beaucoup aidé pour ce premier match. Le public mangeait dans la main de la NJPW, était complètement acquis à la cause, et particulièrement dans la main de Ospreay. Hein. Ils étaient Ospreay complètement et de Lance fous, Archer, quoi. parce qu'il vient du Texas. Ouais, Donc, et puis il a participé beaucoup Ah, à la oui, promo c'est de ce vrai, show. C'est vrai. Donc ouais. Mais ça aide. Ouais, non, vraiment révélation. Le seul truc qui m'attriste un chouïa, c'est son âge, dans le sens où je me dis que... C'est peut-être son dernier run Ouais. impressionnant quoi. Et je me dis que c'est dommage. C'est dommage. Puis je de pas crois, l'avoir. à en croire les rumeurs que j'ai lues, peut-être que je me trompe, donc à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais je crois qu'il a pas encore re-signé la New Japan. Donc à voir ce qu'ils vont en faire, surtout que son partenaire... Robinson. Non, Davey Boy Smith Jr. Ah, Davey Boy Smith, de excuse-moi. Killer Elite Oulala. Squad s'est barré parce qu'il en avait Ouais. marre d'être sous-utilisé et Ouais. il avait complètement raison. Non, j'étais resté sur le show Progress APC Non, qu'on non. a vu il y a pas très longtemps. Au moment où on enregistre. Et donc je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. D'accord. Ouais, bah c'est dommage, sinon ça aurait été un beau dernier barreau d'honneur à la C'est NJPW clair. en tout cas. Donc passons au 9e larron, Oui, donc, qui était son adversaire dans ce fameux match, Will Ospreay, donc champion du Best of Super Junior de cette année, et quel et Super champion Junior, Junior Heavyweight IWGP. tant qu'à faire. Et waouh quoi. Il continue. On quoi. avait besoin d'un petit Kenny Omega dans ce tournoi. Il l'a bien remplacé au pied levé quoi. Il continue le Willou, et puis même à échelle de la NJPW, quoi. Il Oui. voilà, il s'est inscrit dans cette veine-là de l'étranger, du gaijin, comme disent les Japonais, qui tient la baraque. On vous l'a déjà dit dans nos récaps, justement, Super Junior et consorts, qu'il s'était installé concrètement, physiquement au Japon, et donc vraiment la NJPW c'est devenu sa nouvelle priorité. Oui, Bon, bah voilà, tu on vois, a je, fait- je note par exemple Oui. pendant son match, son fameux match contre Okada, il n'y a pas qu'Omega et Ibushi qui Dans ont la une vie. alchimie, qui ont une alchimie extraterrestre. Ouais. Ospreay est vraiment over chez les Japonais. Quel jour celui-là? Jour 7. Jour 7. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment je pense que le fait d'être aussi déjà excellent sur le ring, mais aussi investi dans sa carrière à la New Japan, parce qu'il a annoncé après sa victoire au Best of Super Junior qu'il allait rester au Japon physiquement. Je pense que ça a rajouté un argument aux fans japonais de soutien quoi. Et je pense que ça va être que bénéfique pour lui. Je pense que le prochain G1, donc l'année prochaine, va être clairement Potentiel vainqueur. je sais pas s'il sera potentiel vainqueur, Non, mais en tout cas Clair.
une petite finale, ça pourrait être peut largement envisageable. le faire. Bah, je vais justement te lire mes notes parce que j'étais assez sur ton opinion et puis ça permettra de faire un peu la prose vu que j'en avais fait pour tous les matchs. Donc j'avais mis il y a ces matchs et pour le reste il y a l'Okada Mastercard. Donc l'affiche déjà ça se pose là. Champion Super Junior of the Junior Best Overworld et Giga champion intersidéral. Et le match, mes amis, voilà, des dropkicks, sky is the limit, on va dire. Donc Okada, comme j'aime à le surnommer, je disais tout à l'heure, c'est un peu le mime Marceau, le monsieur mime, si t'es plus fan de Pokémon. On salue Ravage en France. Voilà, au niveau adaptation, copie, donc le match est brillant, y a rien qui est survendu, ça fonctionne très bien, je te rejoins. On a fini, enfin, le bloc A. Non, toujours pas. Il reste Kenta. On en a déjà parlé, on a déjà spoilé en plus. Non, il reste le meilleur. Kota. Oui. Kota. Comme dirait Jérôme, le Starlight Kid. Voilà. Le quota des étoiles, le dieu sur Terre. Un peu plus près des quotas. Ça, c'est Macron, ça. C'était notre projet. Kota Ibushi, donc, qui était finaliste l'an dernier face à Tanahashi, qui avait battu Omega pour arriver en finale. Oui. Son perdu. roman. L'an dernier. Ouais. Et là, qui finit avec 14 points. Et pourquoi 14 points ? Parce qu'il est en finale du bloc A. Et ensuite, on va le dire, grand vainqueur de ce tournoi. Tu lâches comme ça. ça. Non, mais on a spoilé Kenta, spoilons. Bon, et donc qui a battu Jay White en finale, on vous en reparlera tout à l'heure. Ah ouais, tu lâches tout d'un coup, quoi, d'accord. Mais oui, soyons fous. Et nos auditeurs ont sans doute spoilé. Se sont déjà fait spoiler allègrement. Et donc qui a commencé un tournoi blessé, il me semble, à la cheville, comme tu disais. Ouais, oui. Je sais pas si c'était vrai ou quoi, mais bon. Connaissant Kota, c'est forcément vrai. Parce qu'il est toujours blessé. Venant d'un mec qui met des feux d'artifice dans son slip, c'est forcément. C'est sûr. C'est véridique, hein, pour ceux. Et donc Kota, même s'il avait pas cet objectif de combat avec Omega comme l'an dernier. Ouais. Mamma mia. Et puis, écoute, je veux dire, quel homme aussi. Il ne déçoit pas. Quel Apollon. Rien que ça déjà, rien ça que te fait ta journée. Le mec, c'est une statue grecque. Je pense qu'on faisait la blague. Je pense que c'est le gars. Tu le mets en modèle nu dans une école d'art. Il découvre des nouveaux muscles en fait qu'il n'y avait pas sur leur planche anatomique. Donc non, mais au-delà de baver sur la plastique d'Ibushi, le talent est toujours là. Tout petit bémol quand même. Oui. Un petit peu trop dans un registre qu'il ne maîtrise pas, à savoir le over the top. Alors je parle pas en termes de prise, d'exécution catchesque, mais plutôt au niveau, je dirais, provoque ou... Alors il est bien, il est rigolo et ça fonctionne quand il rentre en provoque, genre tête contre tête, genre stiff. Il est rigolo. Il est rigolo. Mais par contre, le côté, genre, comme on disait, plutôt cartoon, comme le fait très bien son cher et tendre Golden Lover Omega, ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Je trouve même que son hommage à comment il s'appelle, notre ami au pantalon en cuir rouge puis bleu à la WWE, Shinsuke Nakamura. Heureusement que j'ai compris ce que tu allais dire parce que j'étais perdu. Non, j'allais dire Kinshasa, on aurait trouvé. Mais okay. Ça passe moins. Voilà. Ouais. Peut-être qu'il va affiner le truc, mais il a pas la gueule. Il y a c'est un côté histoire de dire un truc mauvais sur un côté Ibushi. Je pense. Et côté un peu goofy qui passe pas. Puis même niveau aura, on a vu qu'au niveau micro, après c'est comme on dit toujours, c'est le personnage de shonen, on l'a beaucoup répété, hein, le héros comme ça de manga, vous savez, comme un Sangoku. C'est peu le japonais moyen, comme tu le disais. Tu parles de Sangoku, moi je relis une de mes notes. Ibushi forme Super Saiyan est le meilleur sur Terre. dès que dans son regard, la haine arrive, comme dans DBZ quand il y a le petit éclair de haine. Tu as tué Krillin, ça y est. tu m'as mis une baffe pour la version Ibushi. Il est en mode violent et haineux et strong style de ouf. Et comme d'autres catcheurs d'ailleurs, je pense il a ce que j'ai appelé avec non sans humour la Ishii Academy. Il a pris, il était déjà bon, mais il a continué de perfectionner ses atemi chop au niveau de la jugulaire.
Oui, surtout que lui, il met des plats de la main, quoi. Pardon, c'est nerveux. Ouais, le truc, j'ai visualisé une prise et c'est vrai que c'est d'une violence rare et ça marche très bien, comme le reste de son éventail catchesque. Voilà, je crois qu'on a fait le tour et qu'on a crié notre amour du champion J1 Climax. On y reviendra à la fin. Et puis c'est fini pour le Voilà, bloc A. c'est Donc fini. c'est parti pour le bloc B. Allons-y. On commence par ton petit chéri. Oui. Yano Toru. Toru Yano. Ah, j'adore. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bah, je te laisse Alors, le micro. je sais que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont très... déjà sur le comedy wrestling, ils ont du mal. Comment dire, avec Yano, c'est encore pire parce que c'est vraiment un autre délire. Et surtout, il y en a beaucoup qui ont ce truc partisan de se dire ce mec-là n'a pas sa place dans le J1. Moi, au contraire, je continue de soutenir Mordicus qu'il apporte une vraie bouffée d'air frais dans un truc qui est tout le temps sérieux, à fond de balle et de très haute volée niveau catch. Ce qui lui empêche pas, on parlera notamment d'un match contre Ishii qui m'a fait gondoler de rire, d'avoir des petits moments comme ça, d'envolée, où il retrouve un niveau d'antan ou un petit niveau comme ça. Bon, ça reste jamais complètement fou, hein. On voit que niveau exécution globale, il reste assigné à résidence de comedy wrestling, de catch vraiment comique, mais pour moi, voilà, c'est vraiment indécrottable. Je sais que Raphaël partage cet amour, Laure aussi, je crois. Voilà, que dire si ce n'est que Félix m'a partagé un tweet il y a peu avec un t-shirt Toru Yano qui est en sold out où je pleure des larmes de sang parce que je peux pas l'acheter. Mais sinon, non, c'est pas grave. Au moins j'aurais vu que ça existe. Et comme Toru Yano, bah, c'est beau que ça existe. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est ce que j'ai limite finir là-dessus. Sur le bonhomme et non, les mais gens. Juste voilà. pour donner mes deux sesters sur la question. Oui. Je préférerais remplacer. Je préfère à vie. non. Je préférerais remplacer Fallait par Suzuki que Yano. Je pense qu'un G1 sans Yano, c'est pas le même café, quoi. Non. Pourtant, j'en ai vu quasiment aucun de ces matchs dans ma petite sélection post G1, post vacances. Mais parce que j'ai confiance. Je sais ce qu'il produit et c'est très bien. C'est petite bouffée d'air frais. Ouais. Il a eu un gimmick, moi, qui m'a beaucoup fait rire, qu'il a fait avec, je crois, 2 ou 3 matchs, et notamment avec Ishii, bon, bah, comme ça, je vais en parler, hein, qui consistait en... Pardon, le mec qui se fait rire tout seul, qui consistait à aller au bout de la rampe d'entrée, donc alors que le match a commencé, hein, et de prendre une chaise et de se poser là, de manière en fait à ce que l'autre catcheur vienne à sa rencontre, se fight et de le mettre dans les vapes pour pouvoir aller repartir sur le ring et faire un compte hors du ring. Victoire par compte à l'extérieur, quoi. Et ça a marché avec non, Moxley, ça avait pas marché avec ça. Ça avait marché parce qu'il avait attaché à... Comment il s'appelle ? Ouais, c'est ça. Mais il l'avait fait avec un autre catcheur, je sais plus qui. Et à un moment, ce qui est génial, il a essayé de le faire avec Ishii. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait un plan qui est resté sur le dos d'Ishii. Et genre, au début... Genre, il commençait à compter 5, 6, ça va jusque 20 si vous découvrez la NJPW avec nous. Et commence à arriver genre à 10, 15 et il voit que Ishii n'a pas bougé d'Iota. Et t'as ce plan, tu vois le dos et les jambes complètement fixes sur ses appuis d'Ishii. Genre, mais t'as cru que j'allais rentrer dans tes couillonnades, quoi. Et justement, il court comme un dératé sur la rampe pour revenir avant les 20 et il nous livre un match, même si évidemment il n'est absolument pas du niveau d'Ishii. Oui, Michael, je t'ai entendu, je vous ai compris. Mais blague à part, ça fonctionne. Il y a ce moment d'enchaînement qu'on sait un peu approximatif, mais Yano, on le voit une fois s'enchaîner dans l'année, c'est avec Ishii, et il nous livre un truc complètement complètement contre-intuitif, et ça marche. Moi, ça m'embarque. Je peux comprendre que ça rebute certains, mais moi, ça m'embarque. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour de ma déclaration d'amour. Vous savez, vous commencez à savoir que j'aime bien le comedy wrestling, avec notamment ce cher Orange Cassidy, découvert, on vous en reparlera certainement plus tard. Voilà pour l'ami Toru Yano. Et ben passons tout de suite à son partenaire et celui qui n'est pas du tout impressionné par ses tactiques, Ishii Tomohiro. Ouais. Qui a eu lui aussi, qui est toujours comme on dit dans le basket, le MVP du tournoi, parce qu'il le gagne pas et il n'arrive pas en finale,
mais c'est lui qui a les meilleurs matchs et c'est lui qui arrive à faire les victoires surprises dans le tournoi. Donc là, le champion Never à ce moment-là. C'est ce mec où on a de la peine que ça aille pas plus loin, quoi. Ouais. Mais en même Parfois, temps, on se demande pourquoi ils vont pas plus loin avec lui, quoi. je sais pas ce qu'il en pense lui. Est-ce que ça lui convient? Il faudrait lui poser la question. Ah ouais, mais moi j'aimerais tellement si un jour je le vois genre en mode off, pas en interview officielle parce qu'il me répondra pas, mais qu'est-ce qu'il en pense lui? Mais je sais pas si satisfait de ça. Après c'est pas genre ces portraits de catcheurs à la WWE qui non seulement on les pousse pas suffisamment et en plus limite on les rend invisibles et ils catchent plus. Ouais. Lui il catch, il nous livre des matchs mais fabuleux, J1 et hors J1. Il nous met en avant un Tai Chi des étoiles pour le titre Never. Bon, il gagne des fois vite fait, notamment le titre Never, des Et choses c'est comme dire ça. face à Taichi parce que Voilà. c'est pas un Kenny Omega. Hein. C'est certain. Mais bon, je sais pas, moi la seule chose que je peux dire, c'est que s'il est satisfait dans sa vie et que ça le frustre pas trop, et ben c'est très bien. Et moi, vivement que ça dure encore des années et que voilà, qu'il fasse gaffe à lui parce que j'ai envie de voir catcher encore très longtemps. Incroyable, des coups de boule de la stratosphère qui sortent de nulle part, des chops à la gorge et à la jugulaire, mais alors je sais pas comment les gens en face tiennent quoi. Mais c'est-à-dire que son numéro, on va dire, comme on parle dans le cirque, son numéro est rodé, oui. on le connaît. Par exemple quand il s'énerve ou quand il a pas peur de confronter Yano sur ses tactiques malveillantes, ou quand justement quand il est dans le flow et que tu sens qu'il va peut-être gagner, Ouais. c'est toujours la même chose, mais il arrive toujours à nous emporter. Ouais. Qui que ce soit qu'il a en face, c'est vraiment une petite merveille quoi. Non, Et c'est dire, il a plus de 40 ans je crois. C'est dire le talent du mec quoi. Talent tardif, mais talent quand même. Je sais pas. Tardif, je sais même pas. Ah si, il a mis longtemps à percer. Ça a mis hein. un moment, ouais. D'accord. C'est que depuis, finalement, je dirais, il y a 6 ans, son match révélateur contre Shibata qui était strong style, limite shoot style. Donc encore plus stiff que d'habitude, qu'il a vraiment révélé aux yeux du public. Bon, japonais, il le connaissait, mais c'est vraiment en mode ok, ce gars-là peut faire partie des main events quoi. D'accord. Donc, finalement assez tardif. Ouais. Moi, je voudrais juste, pour finir sur Ishii, te faire une petite compilation de mes commentaires. Je t'en prie, avec plaisir. Parce que j'ai envie de le respecter comme il se doit. Respecte-le, et ça me permet, avant que tu Ishii... te lances, de te dire qu'il a 43 ans. Et tu vois. Ishii a un selling tellement bon et sous-estimé. Point. Voilà. À la ligne. Non mais c'est ça. Ishii est petit mais il est vaillant. Il est samoan dans l'âme parce que son crâne est immunisé contre tous les coups. Je dois en avoir encore. J'en ai en stock. Par exemple, dans son match journée 16, donc très tardif dans le tournoi, Ishii contre Shingo, dont on reparlera après, c'est comme si Gandalf le Gris et Gandalf le Blanc se rencontraient et s'affrontaient. Venant d'un mec qui a un t-shirt Mordor Arena, c'est pas mal au moment où on enregistre. Grâce à Ishii, le catch, des fois, c'est bien. Oh, c'est mignon. Bah écoute, c'est un peu le même genre de déclaration croisée d'amour que j'ai pu faire à Yano. J'aurais pu faire la même aussi. Hein. Mais ce qui était très bien aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de matchs très, très vénères au niveau physique. Je sais qu'il a eu un match contre Cobb que j'ai appelé affectueusement le tuto pour un match réussi Bobby Lashley Braun Strowman. Histoire de troller un peu les pauvres la WWE et malheureusement la sous-exploitation qu'ils font de... On les troll gratuitement. Les sous-exploitations qui font de leur talent. Il en a donc un eu contre Jeff Cobb et puis celui qu'on attendait contre Takagi, même si moi j'étais un petit peu en dessous de ce que j'attendais, je sais pas, est-ce que c'était la fatigue de Takagi avec le Best Super Junior dans oui, les et puis pads, c'est arrivé très tardivement aussi dans le tournoi. Donc, ouais. Non, juste pour noter aussi, Ishii qui emporte encore 2 matchs notés 5 étoiles, dont le match contre Shingo qui était à 5,5 sur 5. Mérité, j'ai envie de dire. On en reparlera après. Très bien. Voilà. Très bien. Continuons avec nos chers des heures amis sur Ishii aussi. Du bloc B. Enchaînons donc encore dans le bloc B. Nous avons ce bon Taichi.
qui était enfin dans le tournoi, parce que Ouais. l'année dernière, il avait été un peu lésé par ce bon Yoshihashi. Taichi, donc, qui commence à montrer que c'est un adulte et que il sait faire des belles choses lui aussi. Et il l'a montré, je trouve. Bon, c'est pas ces matchs contre Naito ou Ishii qu'il a eu Non, avant, non. mais il a montré que il était capable. C'est quand même. Alors après, c'est le même problème et on va beaucoup se répéter. C'est replacé dans le contexte d'un tournoi tel que le J1 Climax, mais ça reste quand même encore très inconsistant. Bon, évidemment, Ouais. face aux autres cadors. Mais bon, en général, encore beaucoup de magouilles, effectivement, Ouais. avec aux abords du ring, avec les copains. Mais C'est bon. ça sa difficulté. Moi j'avais Ouais, vu, je crois que l'un des seuls matchs que j'ai vu de Taichi, parce que j'avoue j'ai pas tout vu, hein, je vous le redis, c'était contre Moxley, ça doit être le jour 2. Bah c'était vraiment, on joue sur nos tactiques de heal à fond quoi. Ouais, et puis des trucs très éculés, quoi. La nénette qui l'accompagne. Mio Abe, ouais. Mio, C'est dommage parce que quand il se met en mode strong style, donc sa deuxième forme, conféré. Qui n'est pas sa forme finale. Ishii, Taichi. quand il enlève son pantalon Ouais. en mode stripper. Et le match, d'ailleurs, il y a un match contre Yano qui lui retire son fut. Il lui laisse même pas le kiff de son. Et ça, j'ai tellement aimé. Mais voilà C'est quoi. gratuit. Mais oui. Mais après, enfin, c'est genre conclusion, il a quand même sa place. Oui. Non, sa place, c'est pas volé, mais c'est sûr. C'est le problème. On va arrêter de. Enfin, surtout moi, de me répéter là-dessus. On a comme tu le disais tout à l'heure, je reprends ton terme, on a une densité de talent qui est telle que forcément, il y a un moment, il y a un gap en fait. On arrive entre ce qu'on appelle dans les jeux de combat, par exemple, les top tiers et Ouais. les god tiers. Donc, les god tiers, ça va être des Ibushi, Ishii, Okada. Les top tiers ou vaguement mid tiers, ça va être plutôt des mecs comme Taichi. Mais bon. Et encore, le Et bas du top tier. Ouais. Parce que si on compte les juniors, C'est pas il y faux. en a des talents. Hein. Hiromu, reviens. Come back, Ouais. please. Baby comeback. Ensuite, on enchaîne Oui. peut-être sur un juniors qui faisait ses débuts dans le G1 Climax. C'est Takagi Shingo, Ouais. tout droit débarqué de la Dragon Gate l'an dernier, vétéran de la Dragon Gate, champion dominant à la Dragon Gate. Donc nouveau membre de Los Ingobernables de Japón, cette fois je l'ai super bien dit. Impeccable. Il n'a pas eu un tournoi foufou, contrairement Mais, à ce qu'il a eu dans le Best of Super Juniors où il Ouais, était voilà. quasiment invincible. Mais clean. Hein. Mais au niveau qualité in-ring, ouais. top of the top. quoi. Tu parlais du Kefeb aussi, il reste dans une construction, il reste solide, faut pas te foutre de moi. Ouais. Justement, il est arrivé dans la veine encore lui, de Torugano qui avait des victoires un peu bidons et où il est venu le battre. Ça a été un des premiers, je crois, à battre Yano, qui avait eu 2 victoires d'affilée, je crois. Possible. Et en genre, tu vas pas me la faire avec tes astuces à 2 balles, quoi. Donc ça reste, effectivement, ça continue d'inscrire ce personnage impitoyable, Steve, qui reste à 99% quasiment loyal dans le combat, enfin qui gagne clean, voilà. Tu vois, j'ai noté par exemple sur Shingo, sur ce que j'ai vu en tout cas, Shingo, nouveau boss de la Lariat, point d'interrogation, Oh, putain, ouais. dans son match contre Ishii notamment. Oh la vache. Oui, enfin, Pumping Bomber, c'est genre Kobashi Oh là là. doit jouir à chaque fois qu'il doit regarder un match de Shingo. Et par exemple dans son match contre Naito qui était très attendu et très salué, mais en fait je trouvais ça un peu décevant. C'était quand le match contre Naito? Naito c'était jour 14. Ça correspond à quelle date? Je ne sais pas. Ah mince, tu n'as Je pas, suis désolé. tu n'as pas noté en date, c'est pas grave. Ouais. Mais tu retrouveras, je suis sûr. Oui, j'espère. J'avais noté par exemple que il fallait plus de Shingo. J'en voulais plus de Shingo. Tu voulais plus de Shingo. Non, je ne sais pas si je. Lui, si par je exemple. retrouverai. Oui. Maintenant qu'il est qui flirte comme le Will Ospreay qui flirte avec les poids lourds. Titre Never, mais Oui, c'est même. mettez-nous un règne de 1 an et demi là. C'est même un peu trop en dessous, quoi. Bon, après, ça Oui, peut mais construire le. Encore une Après, fois, il y a il est beaucoup de monde, donc Tu me on va dis- pas le mettre intercontinental tout de suite. Ouais, quoi. mais tu me disais, il me semble il est pas tout jeune. Hein. Non, il doit avoir Ouais. Bah, c'est deuxième moitié de la trentaine, quoi. Ouais, mais bah, c'est peut-être maintenant, quoi.
Ouais. Peut-être maintenant. Ouais. Alors moi j'avais noté Naito contre Takagi, j'avais mis waouh, brutal, et ce Rana, donc Rakin Rana en contre-aérien, avec une prise à la base sur la 3e corde, voilà, vraiment en mode c'est qui le patron, ça résumerait bien le match. Et donc voilà, le message passe bien dans le sens où c'est un peu une manière aussi, on parlait de Kefeb, on va revenir à lui évidemment, Naito, d'un peu d'installer, ça reste moi le patron effectivement des Ingo Barnables, Mais il est en perte de vitesse. et plus si affinité, c'est J'en évident, reparlerai, mais- évident, on reviendra. Et puis le match avait eu lieu aussi à Osaka, donc forcément pumped up de dingue. Voilà, en tout cas ce match-là, clairement à voir absolument, hein. Même si il y a des tout petites nuances comme ce que tu viens de nous dire, mais celui-là, vraiment Naito Takagi, de la soirée du 4 août à regarder. Next, On va n'enchaînerait pas avec peut-être- Naito? Eh ben, Justement, allons-y. on était sur lui. donc. Naito perte qui de était vitesse, tu le me disais. vainqueur du G1 Climax, pas l'an dernier, Non, mais il l'an y a d'avant. 2 ans. Et qui est champion intercontinental, mais j'ai envie de dire un peu par défaut. C'est ça. Après sa feud contre Ibushi. Mm. Naito qui était en mode je vais gagner le tournoi parce que je veux devenir double champion. Je serai le plus grand champion. Ouais, je ferai la ligue Pokémon après. Voilà. Franchement, J'ai pas besoin d'expliquer mes blagues avec Félix. c'est bon. franchement il a eu du mal. Hein. C'était poussif. Hein. Oui, Surtout, mais- enfin, d'un point de vue kayfabe surtout, mais au niveau qualité in-ring, des fois... T'as le même constat que toi, hein, parce que j'avais fait la remarque à Michael ouais. en off, et je lui disais que je trouvais que Naito il botchait de plus en plus ces derniers temps. Ouais, ça à la limite. Après, à l'échelle de la NJPW, c'est très léger. Ouais, voilà. mais Ça me dérange pas trop. il C'est y pas avait tant quand ça. même- ouais. C'est vraiment, on sent que il donne et il reçoit Ouais, sans problème. l'étince. Dans son match contre Shingo, à un moment, Shingo, il lui met une German suplex dans le coin. Voilà, il continue à Il sacrifier encaisse, son hein. corps, Ouais, comme ouais, on ouais, dit. carrément. Mais on a l'impression que la motivation est pas là et Ça ça se se comprend. ressent dans le public. Il est toujours très bien accueilli, il y a Mhm. pas de souci. On l'a vu à Dominion où il a dû faire le travail de ramener le public de son côté puis après de Carrément. le renverser parce que c'est un champion dans ce domaine-là. Ouais. Mais on en parlera à la fin dans nos conclusions parce que j'ai un gros morceau à dire là-dessus. Mais Faut que j'en parle. ouais, il faut que je me confie. Mais Naito, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Hein. Bah, moi, j'ai bien peur que ça soit foutu. Hein. J'ai pas envie de le jeter la Shkumun, mais c'est très mal barré, quoi. Entre... Pareil, hein, c'est pas pour faire des espèces de moyennes à la mort moelleux, mais entre son âge et entre l'usure de lui qui croit même plus tant, non, je pense qu'il va continuer de faire une très belle fin de carrière, parce qu'il restera un pec, je pense, jusqu'au bout. Mais ouais, moi j'y crois plus trop. Hein. Vraiment, en plus on a lâché le résultat de ce G1 Climax. Qu'est-ce qui peut rester là? On est déjà sur l'autoroute de la fin 2019 avec un match qui a été annoncé d'Okada contre Suzuki. Tu l'as dit tout à l'heure, Sanada a battu Okada, donc il aura aussi un match. On ne sait pas ce qu'il en sera par rapport à Ibushi entre-temps, par rapport au titre. En tout cas, si on parle vraiment du titre champion, c'est chaud. Quoi. Comme perdre. J'y crois vraiment plus trop. Oui, et puis... Et ça m'écorche la gueule de dire ça, parce que j'aime beaucoup. oui, moi, Naito. pareil. Et enfin, c'est pas forcément mon favori Non, à la mais New dans le Japan, sens où il mérite mais vraiment. en fait, c'est mon gros problème en tant que fan de catch, c'est le potentiel mal exploité des catcheurs. C'est le mec qui vend le plus de goodies à la New Japan depuis plusieurs années. Jusque-là, jusqu'à encore quelques mois, c'était l'un des catcheurs les plus populaires. Et de retarder comme ça sa consécration, c'est vraiment dommageable, je trouve. On y reviendra après, je te rejoins vraiment, Mm. notamment par rapport à Ibushi, on y reviendra. Et je trouve que il est en perte de vitesse aussi par rapport à ses confrères de Los Ingobernables, notamment Sanada, qui lui est tellement peuché par la compagnie, et c'est pas fini, je pense. Il est peuché. Il est peuché, comme on dit dans le métier. Mais pas posé. Ça sent d'ailleurs, j'avais noté, ça sent le roussi. Soit la victoire à la New Japan Cup l'an prochain, voire le G1 Climax pour Sanada. Franchement, vu comment il le traite, G1 Climax? c'est possible. Hein. Non, arrête.
Non, Non, j'aimerais mais pas. même pour rigoler. Arrête de rigoler. Mais c'est la vérité, malheureusement. Et On verra. encore marqueur de ce tournoi pour Naito. Il a qu'un match 5 étoiles cette année, alors que d'habitude, c'est Ouais. parmi ceux qui en ont le plus, quoi. Et il a été jusqu'en finale. Et d'ailleurs, j'avais noté solide, mais pas grande finale de bloc, quoi. Ouais, je sais plus ce que j'avais noté sur les osos, mais si je retrouve Voilà. entre temps, mais Bon. ouais. Passons à un truc peut-être plus réjouissant. Oui, essayons. Que penses-tu de la renaissance, grand terme, mais quand même, de Hiroki Goto, qui finit le tournoi à 10 points, complètement. qui était un de ceux du bloc B qui était parmi les prétendants à la finale, parce qu'il faut Ouais. rappeler que au bloc A c'était assez clair, Ibushi Okada c'était les champions du bloc, mais à la fin du tournoi, le bloc B était très divisé entre Jay White, entre Hiroki Goto, entre Moxley, entre Naito, ça pouvait aller dans tous les sens. Et Goto, franchement, qui est très très sous-estimé, à juste Grave. raison parfois, Oui. là il a vraiment donné, je trouve. Ah, il a brillé, ça a été ma deuxième révélation avec Archer, quoi. Vraiment. De ce J1. Vraiment hyper clean. J'avais noté beaucoup de matchs, ce que j'ai appelé les matchs de la daronade. Donc ce que j'appelle les darons, soit par l'âge ou par l'expérience globale. Et non, moi, il m'a, comme on dit, il m'a vraiment régalé globalement. Je sais plus spécialement lequel des, entre guillemets, des matchs que je retiens le plus, mais j'ai souvenir notamment d'un match, je crois, contre Jeff Cobb, sur lequel on reviendra après, que j'avais trouvé très sympa. Il y a eu un Goto Ishii aussi qui était toujours bien. Voilà. Pas du level de l'an dernier, mais qui était pas trop mal. Je crois que il y a aussi eu un Goto contre White, justement, dont on parlait tout à l'heure, j'allais y venir. que j'avais surnommé comme tout à l'heure, c'est qui le patron ou c'est qui le daron, ça dépend. Ça finit pareil. Et donc il y avait vraiment ce décalage entre le jeune qui plaît aux plus jeunes. Ouais, puis femmes limite, comme- j'ai trouvé qu'il est, il est toujours très carré physiquement, mais il était plus fit. Ah oui, complètement. Je trouve que la Complètement. featurette qu'ils ont sortie avant le G1 sur il va à Los Angeles pour s'entraîner avec son pote Shibata et tout, se remettre en forme, c'était pas que du kayfabe. Je pense qu'il a fait un effort de plus cette année. Moi, je vais te dire ce que j'avais noté sur le Jay White Ouais. Goto de la deuxième journée. Catch intelligent, mais vraiment intelligent, je pèse pas mes mots. Ouais, je suis d'accord. Catch intelligent, mais les deux sont mieux que l'an dernier. Et mieux que précédents matchs entre eux, parce qu'ils ont eu pas mal de matchs cette année. Ouais. White est plus confiant, il joue plus sur ses combos, et Goto est surtout plus en forme, et plus dur sur l'homme aussi, je trouve. Gedo était plus présent, moins en mode décoration. C'est un des matchs où il était Ouais. pour venir soutenir White de la manière la plus cohérente, Ouais, côté ouais. heal. Donc je trouve pas le tournoi des étoiles pour Goto, mais, mais ça le réétablit, ça dit non, Goto, Ouais. il faut compter sur lui aussi, quoi. C'est ça, ouais, il est encore là pour quelques années, quoi. Mais c'est genre, il y avait ce côté dans ce match-là, c'est genre, tu joues avec une idole comme ça, en plus symboliquement ancien vainqueur du J1, faut pas l'oublier. 2008, il me semble. Ouais. Et ben non, c'est pas comme ça, même si c'était la New Sensation, voilà. Et ça marche très bien, et je te rejoins sur ton observation, complètement. Ouais, avec Goto, avec Archer, c'est mes deux révélations. On passe, c'est le représentant de la Ring of Honor, c'est Jeff Cobb. Ouais. Ce bon Jeff Cobb. J'ai pas beaucoup vu de match de Jeff Cobb, je t'avoue, mais je connais le talent du bonhomme et je sais qu'il a dû forcément bien se débrouiller. Assez inconsistant. D'accord. Je me suis beaucoup posé la question, j'ai pas été jusqu'à creuser, mais est-ce qu'il était fatigué, voire blessé, parce que plus, je sais pas quelle était sa saison, plus le fait que le rythme du J1, bah, c'est, comme on le répète beaucoup, c'est pas rien. Donc voilà, on a parlé du Cobb contre Ishii, qui était plus que propre. Moi j'avais noté, qu'est-ce que j'avais noté aussi, alors il y en avait un autre qui était vraiment pas terrible, par contre c'était Jeff Cobb contre John Moxley, mais John Moxley on va y venir. Je pense que les deux styles sont pas compatibles. Sont pas compatibles, et puis même quoi, il y a vraiment, il y a rien qui se vend. J'avais noté un match assez sympatoche, qu'est-ce que je voulais dire, contre Juice Robinson, qu'il a gagné d'ailleurs.
Non, globalement ça fonctionne plutôt bien, en mode peut-être dernier pour la route. Qu'est-ce que j'avais noté? Si, il y avait un très beau match, c'était le 1er août, c'était Cobb contre Takagi. Et c'est Cobb qui l'a gagné. D'accord. J'avais mis J'ai pas donc vu celui-là. super match. En plus, c'était un match d'ouverture. J'ai mis super match, bien bourrin, des suplex powerbomb d'un autre monde. Les deux Ozons ont une super alchimie. Et voilà, bien que Takagi perde à l'issue du match, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir. Et ça m'a rappelé d'ailleurs un match qu'on avait vu ensemble, qui était avec ce crossover ROH, où il s'était battu contre Will Ospreay. Et le problème, je pense, de Cobb dans des fédérations et avec ce genre de catcheur type entre guillemets NJPW, qui soit sont hyper intensifs, soit ont une cardio d'un, comme je dis souvent, d'un autre monde, c'est qu'il faut lui vendre un truc très condensé, très dense pour qu'il soit efficace. Et le match contre Ospreay, il était ma boule, moi j'avais adoré, je pense que tu avais à peu près la même réaction. Et quand c'était le cas, typiquement le match contre Takagi, ça vendait bien, mais bon, c'était quand même en dents de scie, pas assez travaillé. Je sais pas trop spécialement pourquoi, fatigue, pas assez de temps pour le travailler parce qu'il était extérieur à la NJPW, j'en sais rien. Mais bon, c'était, en tout cas, j'étais très content de le voir. Voilà. Ça fait toujours plaisir de Ouais, te voir, vraiment, frère. vraiment. Ensuite, nous avons Juice Robinson, Oui. son compatriote, Ouais. qui était délesté de son titre de champion des États-Unis à cause de John Moxley C'est ça. à la finale des Best of Super Junior. Quelle blague. Non, mais j'ai beaucoup On de reviendra sympathie pour sur John Moxley oui, en puis même, longueur c'est- juste après. C'est parce que j'ai beaucoup de sympathie pour Robinson aussi. Ouais, j'avais beaucoup de sympathie aussi parce que je me demandais ce qu'il était en train de faire avec sa vie. Mm. Parce que je trouve que il y a encore quelques mois, il dérivait complètement. Il avait fait une montée autant en popularité C'est ça, ouais. surtout. qu'en progrès in ring qui était astronomique. Mm. Puis après, il s'était laissé faire un peu, je pense, par la vie. Voilà. Et Mais je pense qu'il a ce côté, un rockstar. C'est quand ouais. quand tu écoutes ses promos, Ouais. à l'époque, je pense qu'ils ont dû lui dire calme-toi parce que maintenant t'es représentant quand même champion NJPW. Mais il avait quand même une époque où il disait à la sa catchline à la fin de ses promos, c'était Let's grab some beer and some Japanese pussy. Quoi. Ouais. Donc on vous laisse un traduire petit cow-boy, si je vous n'êtes pense, pas ouais. anglophone. Ouais. Donc et je pense que ça doit être vrai dans la vie. Donc par rapport à l'inconsistance peut-être son rythme, ça vient peut-être aussi de là. Mais Et bon. je pense qu'il s'est surmotivé là pour ce G1, notamment en se coupant les cheveux, un petit Ouais. geste symbolique, je pense. Ouais. En mode non, ça va Young être... Lions. Ouais, limite. En mode je vais être sérieux cette année, je vous le promets. Mm. Et il a donné des super matchs. Ouais. Non, ça va. Moi là-dessus, vraiment, pas grand-chose à dire. C'est un peu comme Zack Sabre Jr. dans un autre délire de kayfabe, c'est-à-dire que ça fonctionnait globalement, rien de tonitruant, mais des très beaux matchs par-ci par-là, quoi. Donc, Par exemple, je t'interromps vite fait, mais vas-y. sur le match contre Ishii à la 10e journée, j'ai noté Juice devrait avoir une prise nommée multifruit. Voilà, ça c'est le point de vue humour. Et le point de vue sérieux, c'est ça y est, Juice et Strong Style. Je l'avais noté à un autre moment, cette dimension Strong Style, c'était son match, on revient encore à lui, contre Goto, qui avait un très bon rythme, et surtout, l'aura des deux ressortait vachement, chacun des niveaux différents. Mais voilà, j'étais vraiment en mode c'est un match qui m'a fait ressentir, si vous suivez comme comme nous, bon, ça commence à faire un petit moment, mais que ce soit récemment ou si vous avez un peu l'expérience des deux Ozo, c'est vraiment le mec qui s'extasie un peu comme un gosse qui gagne sa première ceinture au judo, quoi, ou sa première, C'est un bon babyface. sa C'est un première super étoile babyface. aussi. Ouais, il est là-dessus, il reste impeccable, et ça m'a rappelé ce moment où il avait gagné, c'était il y a il y a 2 ans, où il avait gagné son match contre Omega, et où il était genre, je m'en fous, le G1 maintenant, rien à foutre, j'ai battu Kenny Omega, je peux mourir heureux. Donc super babyface, comme tu l'as très bien résumé. Et puis surtout, si on revient de loin et qu'on fait les généalogies lointaines, le mec, comme un Moxley qui vient de la WWE, venait de NXT à la base, et on a envie de se dire un peu quel gâchis, quoi, pour la NXT en tout cas, et tant mieux pour nous à la NJPW. Voilà, c'est tout, quoi. Bien d'accord. Sinon globalement très très propre, vous aurez pas trop de déception, je pense que vous pouvez voir l'essentiel de ces matchs sans être déçu globalement. Voilà. Valeur sûre. À part un match contre Taichi, je crois, qui était pas terrible. Je sais pas, j'ai pas vu. Ouais. On passe à celui qui va recevoir
un tonnerre, pas d'applaudissements de ta part, mais de huées. J'ai nommé Jon Moxley. Ça n'a pas marché. Le guest, le special guest de ce tournoi, tout droit débarqué partout, quoi. de l'AEW. Le freelance guest. Qui avait à ses côtés le petit Shota Umino qui l'a ravi à son papa, Red Shoes, de l'arbitre. Non, ça pour le coup, ça c'est un bon point. Je trouve que la narration qu'il a installée lui-même avec Shota, c'était un bon plan, surtout pendant les matchs par équipe. Parce qu'il y a entre les journées, il y a des matchs par équipe. Pour ceux qui ne catchent pas dans les matchs de tournoi. Non, je pense que Moxley, il a fait des efforts. Il a montré des choses. Il revient de loin, oui, c'est certain. Il a un physique. Non, mais c'est vrai. Là, je le dis sans troll. Il a un physique impeccable. Il a une bonne mentalité. On l'a vu dans la fameuse interview phare avec Chris Jericho. Où il parlait de son retour et tout ça. Mais ça ne fonctionne pas. J'ai trouvé trop vite, inutilement. Le côté qu'on n'arrête pas de nous vendre, pseudo bourrin, match extrême. Déjà, ça marchait moyen à la EW. Ça n'a pas du tout marché pour moi quand il a ravi le titre à Juice Robinson. Voilà, je suis conscient que j'ai un truc un peu perméable par rapport au bonhomme. Je vais plus te laisser si tu as des observations peut-être un peu plus constructives, mais moi, il m'est passé complètement au-dessus, quoi. J'ai pas de désamour, je le déteste pas. C'est pas genre comme l'agacement que j'ai en termes de gâchis par rapport à Sanada, mais ça m'a pas touché, quoi. J'ai noté, j'ai vu pas mal de matchs de Moxley parce qu'en fait j'étais très attiré par le fait de le voir dans un contexte pareil. Parce que le Dean Ambrose qu'on connaît de la WWE, c'était vraiment une fin de race, on va dire. Non, mais faut dire ce qui est. Oui, et puis son personnage de genre mentor. Il s'en est plein lui-même, quoi. Donc on a le droit de le dire. Voilà, j'ai noté plusieurs fois sans m'en rendre compte, Moxley joue le strong style. Il le joue, en fait. Il l'est pas, mais il le joue. Ouais. Et à chaque fois, je mets, voilà, c'est sympa de le voir dans un contexte de D1 contre Taichi, contre Ishii. C'est ça. Mais c'est pas des chefs-d'œuvre. C'est sympa de le voir tout court parce exemple, que tu sens qu'il prend vraiment du plaisir, qu'il y a un côté rédemption et tout. Mais non, mais dans son match, dans l'un des matchs les plus cités spectaculaires, on va dire, c'était Ishii Moxley du jour 6, noté 5 étoiles en plus, alors que c'était pas forcément un chef-d'œuvre. Moi je l'ai noté, hein, c'était sympa, c'était le meilleur des deux mondes en fait. Le côté strong style et le côté plus American Wrestling de Moxley. Voilà, mais j'ai aussi noté Mox, il en fait trop sur ses suicide dive pourris de la WWE, faut qu'il arrête. Dans son match contre Shingo, il l'a botché clairement. Par contre, il a des bons trucs. Son Regal Knee, quand il court avec son genou sans protection et qui met un coup de genou dans le crâne de son adversaire au sol, celui-là il est super. Il y a des trucs qu'il doit garder, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais le suicide dive, effectivement, ça vient d'ailleurs, quoi. Il faut qu'il fasse. Il profite de sa blessure qu'il a eue là pour. Ça lui laissera le temps de. J'espère qu'elle sera pas trop longue parce que ce serait dommage vu son retour de pas continuer de battre le fer tant qu'il est chaud, parce qu'il y a des belles promesses, mais pour l'instant, voilà, il faut qu'il continue de. C'est un peu comme une sculpture, il faut qu'il continue de vraiment d'enlever le surplus et de polir le truc. Crémer un peu, Mais je mets deux choses avant de finir sur Moxley. Pour moi, c'est un catcheur à la CM Punk, c'est-à-dire que il peut, quand on le laisse faire et qu'on le dirige bien, comme on l'a vu un peu à la AEW pour l'instant, c'est un catcheur personnage. Il est hyper charismatique, quand tu lui donnes un micro, peut te faire un truc de ouf, mais sur le ring, même s'il se débrouille, c'est pas la panacée. Ensuite, donc ça c'était plutôt le côté compliment. Le côté défaut, c'est plus j'espère que au-delà de son titre US qu'il porte actuellement, j'espère que la New Japan n'en fera pas trop avec lui, parce que je pense que il a quand même ses limites, surtout dans cet environnement-là qui est vachement exigeant, quoi. Laissez-lui un petit temps, surtout s'il revient rapidement de sa blessure, mais bloquez pas le titre trop longtemps. Clairement. Juice le mérite tellement plus, quoi. Oui, ou même d'autres, parce que c'est vrai que c'est pas pour l'instant. D'ailleurs, je me suis fait la remarque. En fait, ce titre US, il est, c'est pas dit comme ça, mais il est principalement désigné pour des étrangers.
pour Ouais. des noms japonais en tout cas, des kaijin. Il a repris le rôle qu'avait à l'origine le titre intercontinental. C'est ça. Oui, je pense que c'est vraiment C'est- pour mettre en avant un Juice, un Jay White comme ça l'a été l'année dernière, ou un outsider comme Moxley, ou même par exemple un Ospreay quand il passera à la division poids lourd full time. Ouais, s'ils veulent lui mettre encore une étape ça peut avant être un le... bon titre Ouais, pour lui, quoi. effectivement, d'accord. Voilà. Il nous reste... Et il nous reste le vainqueur du bloc B qui arrivait en finale contre Kota Ibushi, effectivement, Jay White. ce malveillant et machiavélique Jay White Mon deuxième chouchou avec Toru Yano, effectivement. de ce bloc B. Ouais. Moi je trouve, je te l'avais dit en off précédemment, mais je trouve qu'il n'est pas parfait. Non, c'est Mais certain. Jay White, c'est un catcheur à vraiment... Besogneux. Non, ouais, besogneux, mais à remarquer parce qu'en fait, il progresse tous les jours. Ouais. Pas un jour ne passe où il s'améliore pas, où il montre pas l'étendue de son talent et de son potentiel. Que ce soit Comme je l'ai dit athlétiquement, dans son match contre Goto, il fait du catch intelligent. C'est pas du catch exceptionnel à la Omega ou à la Okada, mais c'est intelligent. On en parlera sur la finale contre Ibushi après. Mais c'est vraiment son point fort à lui. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter, je suis complètement d'accord. Je disais pendant que tu parlais, effectivement, il s'améliore de jour en jour, athlétiquement, au micro, en subtilité aussi. Il continue de cultiver cette alliance avec Gedo de manière. Voilà, on se lasse pas. Pourtant, ce genre de gimmick, c'est pas toujours terrible. Il arrive, alors c'est pas rien non plus. Il arrive aussi encore à continuer de surnager comme le chef de meute au Bullet Club qui ressemble plus à une colonie de vacances qu'autre chose tellement il y a de monde. Ce qui est pas rien parce que je veux dire, arriver à surnager sur les trucs, cette montagne de coups bas et de trucs, bah, ça peut venir un peu. Et puis de personnalité, hein, les Tonga et compagnie, niveau grande gueule, ça se pose là. Ouais. Et il arrive à rester vraiment le mal alpha. Je veux dire, dans les autres, autant les autres, il y a quand même une dimension assez bienveillante et qui circule des talents, autant le Bullet Club, si t'es pas le chef de meute, c'est pas la peine, quoi. Oui, mais pour moi, il incarne, en ce moment en tout cas, dans cette itération du Bullet Club, il incarne un peu ce qu'était Okada à l'époque de Chaos, quand il y avait encore Nakamura. Nakamura, c'était le boss. Ouais. Mais Okada, c'était le prodige, un peu. C'était l'autre alpha. C'est une très bonne analogie, ouais. Et Jay White, c'est un peu ça. C'est le jeune prodige qu'on protège, qu'on met en avant sans problème. C'est pas forcément le chef de meute hyper dominant et alpha, comme tu dis, mais ça peut le devenir sans problème. Ouais. Moi, je voulais juste parler par exemple de son match contre Ishii, parce que j'ai noté des belles choses sur lui. Nuit 4. Enfin, journée 4, pardon. Jay, c'est le catcheur psychologique par excellence. Et au niveau kayfabe, il n'hésite pas à se sacrifier pour déconcentrer Ishii et le provoquer. Et il en profite pour casser son rythme. J'ai mis c'est un match parfait pour le côté casseur de rythme, parce que c'est son catch à White, son catch intelligent, c'est de casser le rythme. Dès que Ishii avait du momentum et courait pour lui mettre une lariat, hop, il cassait le rythme, il lui faisait une prise. Et c'est en tant que catcheur heel, c'est le rôle parfait parce que tu brises les espoirs des gens. Et je trouve que Ishii c'était la meilleure contrepartie parce que lui c'est une dynamo, il build du momentum, il le build. C'est Ishii qui a gagné le match, on précise. Et voilà, c'est Ishii qui a gagné le match. Mais mine de rien, mine de crayon comme tu dirais, je t'emprunte l'expression, c'est quand même Jay White qui domine au niveau des jeunes loups, pas Young Lion mais jeunes loups en ce moment avec les Sanada, les Evil et compagnie. Bah écoute, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est un peu en manière complémentaire des petits trucs un peu plus légers. Bon, j'avais noté, je croyais que le bizutage de Jay White en tant que Young Lion était fini. Donc, mais qu'est-ce qu'il a pris cher effectivement pendant ce match-là, c'est impressionnant. Surtout au début du tournoi parce qu'il a fait l'inverse de l'année dernière où au début de tournoi il a battu Okada, il a battu Tanahashi, histoire de s'établir. Même si c'était pas forcément des super matchs. Le alors suspense que là, c'était mieux géré. Là au niveau qualité c'était plus top et puis il a pris plus cher aussi.
Et puis j'ai mis, un peu comme toi, enfin pas sur l'art de la rupture, mais j'ai mis quel match savamment équilibré. Ce qu'il faut de coups en traître côté White Gedo et explosion de puissance d'Ishii, soupçon de dédain en quittant la salle, et vous avez la gourmandise de la soirée qui aurait pu être le match de la soirée. Donc quel Ishii, hashtag le gars sûr du climax. J'avais noté. Le gars sûr. Il continue effectivement. Mais c'était un peu, moi je trouve, White Ishii, c'était un peu les deux gars sûrs. J'allais dire du bloc B, mais du climax en règle générale, quoi. C'est vraiment ceux qui sont restés sur une ligne, une régularité nickel, soit à briller eux-mêmes, soit à faire briller leurs adversaires. Ouais. Même s'il a eu ce push en début d'année où il a battu Tanahashi pour le titre suprême, qu'il a vite perdu contre Okada pour que Okada se retrouve son trône, entre guillemets. Je trouve que la progression de Jay White est hyper bien maîtrisée, et je serais pas étonné que limite il gagne le G1 l'année prochaine. Bah écoute, j'ai presque envie de dire c'est tout le malheur qu'on lui souhaite, tant que c'est pas Sanada qui le gagne. Mais passons à la finale de ce G1 là. Eh bah oui, on y arrive. Forcément. Donc Jay White Ibushi. Jay White, Kota Ibushi. Moi, on va revenir sur nos notes respectives. Tout à fait. Moi, j'ai noté. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté. Peut-être, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y. On peut peut-être faire une toute petite parenthèse, parce que ce même soir, il y a eu donc le retour de Suzuki. Ah oui? Oui, qui excusait du peu. Dans un tag team, donc Suzuki, il était avec qui? Zack Sabre Jr. Contre Tanahashi Okada, excusez du peu. Et les Mega Powers de la New Japan. Voilà. Et donc ils les ont chlassés, comme on dit, hein, donc du côté Suzuki-gun. Et là, donc Suzuki s'en est donné un cœur joie, au point où j'ai pris des petits screenshots de sa tronche que j'ai envoyé aux copains sur notre canal de diffusion entre amis du Catchacast. Et en mode vraiment, mais genre... bande de connards, vous croyez que vous m'aviez enterré? C'est quoi cette histoire? J'étais pas au J1, vous croyez que vous alliez faire sans compter sur Okada? Je vais tout brûler, quoi. Plan sur Okada, contrairement à la EW qui a du mal pour l'instant à faire des transitions. Qui est en train de suer, de suer des gouttes et de ramper vers la sortie. Je te prends... crainte des gains, comme dirait dans le Mia d'Ayam, je vous désigne tous un par un. Il lui dit je te prends pour un match pour le titre. Et effectivement, c'est ce qu'on aura. Donc la Crown Quest. Royal Quest. À Londres. Mec, il invente des noms de pépins. Donc voilà, pour un petit peu reposer quand même ce contexte de Minoru, grand absent, cœur sur ta maison. Et puis le même soir, on a eu ce qu'on a déjà spoilé, mais la grande traîtrice de Kenta qui restera dans les annales. Très bien, oui, effectivement, qui rejoint le Bullet Club après cette faillité avec Shibata. Ouais, et donc passons à Ibushi. Merci, White. Ouais. Donc je commence si tu veux bien. Je t'en prie. J'ai noté, c'est solide, c'est propre, c'est parfaitement exécuté, mais c'est pas d'un autre monde, pour emprunter ton expression, comme le G1 nous a habitués ces dernières années. Par contre, c'est juste un parfait modèle de heel contre babyface. Vraiment. C'est vraiment le Ibushi shonen, héros de shonen, comme tu disais, et le White vraiment machiavélique. Je suis un méchant et je suis venu pour rattraper la gentille. La gentille. Et j'ai terminé par, c'est une belle promesse du futur de la New Japan. Ouais. Je ne sais même plus d'ailleurs est-ce que sur la finale j'avais pris des notes ou pas, mais tu les as dans ton cœur. Globalement oui, je te rejoins comme pas mal d'observations globales. Non, je n'avais pas de notes, c'est marrant d'ailleurs sur ce match. Globalement ça marche bien quelque part. Ça ressemble à la finale de l'an dernier. C'est pas un truc, il y avait cet élan de bravoure shonen avec, on se souvient l'an dernier de Tanahashi qui vraiment pousse au bout du bout. Bon, évidemment Ibushi a moins besoin parce que lui on sait qu'il n'est pas aussi vieillissant que l'autre, que ça suit derrière, qui surmonte d'une autre manière, mais t'as pas l'air, t'es un peu plus partagé. Pour moi c'est pas la même dynamique non, ça c'est certain. Narrative déjà, de 1, et ensuite c'est pas la même ambiance, j'ai envie de dire, même salle mais pas même ambiance, parce que c'était au Budokan aussi, parce que là c'était vraiment pour Ibushi Tanahashi, c'était vraiment le main event classique de 4 japonais, strong style, on y va, on donne tout, alors que là c'était vraiment
on fait un heel contre un babyface et on voit ce que ça donne, quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. L'autre, c'était plus la jeune génération contre effectivement, ce que j'aime appeler la daronade installée. Mais ouais, ça marchait quand même, en tout cas, dans l'élan shonen dont tu parlais tout à l'heure, ce côté vraiment dépassement de soi. Et puis ce Ibushi qui continue d'incarner vraiment il n'y a aucun mépris là-dedans, hein, le japonais moyen. C'est-à-dire, quand je dis on peut s'identifier, c'est plus au niveau de l'humilité et de la personnalité très, très posée, qui fait pas de vagues, très japonais, sans être dans le cliché, hein, parce que dans la dynamique sociale, c'est quand même un truc qu'on favorise, de pas trop dépasser, de pas trop se faire remarquer, à part par ses prouesses. D'être modeste, même dans le discours post-G1, exactement. Qui n'était pas grandiloquent. Non. Et donc, voilà, ça donne effectivement un Ibushi champion mérité. Je sais pas grand-chose à rajouter de plus. Lui aussi, c'était un peu... mieux vaut tard que jamais, parce que sinon... on peut faire un parallèle très facile avec Naito, quoi. Là où un Naito, effectivement, on se demande sincèrement ça va arriver. Au moins, là, Ibushi a eu sa consécration. On sait pas comment il va transformer l'essai par rapport à son title shot. Et puis, ça nous amène à la conférence de presse du lendemain d'un Ibushi. Raconte-moi ça. Très, très classe, au-delà de ses pecs qui transparaissent de sa combinaison, ce qu'on appelle les basics pour les amateurs de mode, à savoir une petite veste noire, un petit t-shirt blanc et un jean propre. Et du coup, donc il arrive, il se pose, et c'était très drôle le contraste, parce que donc il signe, il accepte le petit rituel vainqueur de J1, où vous acceptez donc d'avoir un choix de match contre le champion, et puis il fait puis-je me permettre de faire une demande, je souhaiterais avoir 2 tentatives de titre qui expliquent qu'on revient donc à ce que tu expliquais des 2 nuits au lieu d'une, 2 titres pour le championnat. Et donc il commence à dire qu'il souhaiterait donc une pour le titre de Okada, le titre poids lourd. Okada, merci, et intercontinental. Une revanche contre Naito. Une revanche, si on peut l'appeler comme revanche ça. Revanche de revanche. Voilà. Et évidemment, ça nous amène à cette fameuse question qui se posait pour Naito avant ça. On n'a jamais eu historiquement de double titre intercontinental plus champion. Non. Et là, Ibushi prend un peu ce spot qu'on pensait tous pour Naito. Pense, et j'ai trouvé, alors on dit toujours que Ibushi, et ça n'a pas beaucoup changé, hein, et pas super, c'est pas un mec c'est un homme de peu de mots, qui est pas très loquace, on va dire, qui très japonais, encore une fois, et même globalement je pense qu'il n'a pas les capacités, même s'il n'était pas dans la logique japonaise, et là ça c'était drôle de voir ce contraste avec cette gourmandise comme ça, ce truc je sais que normalement ça se fait pas trop, surtout en pleine signature hyper protocolisée, machin, je kifferais bien là d'avoir un deuxième title shot. Donc voilà, bon, c'est marrant, c'est savoureux, on verra ce que ça va donner, ça sera forcément bon, on aura forcément des 2 matchs de très haut niveau, quel que soit le résultat, déjà, mais là, je pense que ça va être vraiment un peu plus près des étoiles, comme on disait tout à l'heure, en faisant référence à Émile et Images. Ça va donner. Ça va donner, et surtout, c'est intéressant comment ça vient à la fois donc court-circuiter par rapport à Naito. Et moi, je sais pas pourquoi, ou est-ce que c'est peut-être parce que je vois Kenny partout, mais il y a un peu, j'ai l'impression peut-être un move d'une résonance de créer un personnage larger than life, comme l'a été Kenny avant son départ à l'AEW, avec ce quota qui vient et qui fait, vas-y, rien à foutre, je demande 2 titres, parce que finalement, le dernier climax double title shot qu'on a eu récemment avec Jericho qui avait battu Naito et Omega qui avait battu Okada, c'était à ce moment-là, quand il y avait justement Omega. Et là, il y a un truc un peu dans la surenchère, je sais pas si c'est forcément clair, mais qui me fait penser à ça. Enfin voilà. En tout cas, j'ai ressenti comme ça cette signature et cette demande. Je suis plutôt avec toi là-dessus. Je partagerais... parce que j'aime beaucoup le fantasy booking, je le fais par automatisme, je suis fan de catch, c'est comme ça, j'ai des attentes, surtout quand on les suscite, n'est-ce pas AEW? Bonjour. Et donc oui, moi je pense que le double Wrestle Kingdom,
c'est pas un hasard. Je pense que c'est un investissement économique de la part de la New Japan qui a envie de... Voilà, c'est une nouvelle ère politique au Japon parce qu'il y a un nouvel empereur. Et puis la New Japan, elle est en constante évolution et croissance. Enfin, tentative de croissance économique. Une audace, et, pour l'instant, et puis une audace peut-être plus occidentale, parce que le PDG n'est pas un japonais depuis... Harold depuis Mage, peu, oui. Il habite au Japon, certes, et il est parfaitement bilingue, mais c'est vrai. Mais je pense que pour que ça marche, il fallait qu'il trouve l'enjeu narratif parfait pour ça. Et je pense que le fait de pusher l'idée subtilement, puis là plus directement par Ibushi, de couronner un double champion, je pense que c'est l'objectif. Je pense que on peut s'attendre à ce qu'il y ait un Ibushi Okada pour le titre de champion poids lourd la première nuit, couplé avec sans doute un Naito Jay White, parce que certes le match de championnat est déjà prévu pour septembre, du fait que Jay White a battu Naito. Je pense que Jay White, là c'est que des prédictions, hein. Je pense que Jay White va le battre, parce que Naito est en perte de vitesse. Et je pense que Naito, comme l'a fait avec Jericho, va vouloir sa revanche et qu'il l'obtiendra à Wrestle Kingdom. Et qu'ensuite, on aura cette fameuse revanche le soir suivant entre Naito et Ibushi, avec un côté champion intercontinental, un côté champion poids lourd. Et après, pour celui qui gagne, je pense que c'est la dernière chance pour Naito. Oui. En plus, c'est son idée de base. Oui. Ça sera hyper triste, parce qu'Ibushi, il aura été champion un jour. Ce qui est quand même vachement triste pour un héros de shonen. Mais au niveau construction, ça peut le faire. Ça peut être un argument de la part des fans aussi. Ouais. Et je pense qu'il aura sa revanche, par exemple, à Dominion, et qu'après, il aura son règne. Et comme ça, au moins, Naito aura son accomplissement. Et on pourra en finir avec ça. Cette page pourra se tourner. Et après, Sanada pourra prendre les rênes de Los Ingobernables, par exemple. Je ne sais pas. C'est pas ce que je veux, mais c'est ce que je sens. Et puis Jay White aura eu quand même son rôle dans Wrestle Kingdom. Et puis après on aura ce G1 Climax qui sera l'an prochain, non pas en été mais en automne, parce que les Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu en juillet-août. Ah ouais, et ouais, ils ont officialisé que le G1 commencera en septembre pour la première fois. Bah, c'est bien, comme ça on pourra enregistrer. Comme ça on a route vers on aura une route vers Wrestle Kingdom, ça sera beaucoup plus courte. Très bien. Donc je pense que c'est joli ce que tu nous vends là. Ouais. Les prochains mois vont être de toute façon tellement intéressant. Ouais, quoi qu'il arrive, moi, pour l'instant, à NJPW, il n'y a pas de grosse déception massive. Moi, il y a un seul élément que je souligne par rapport à la perspective d'Ibushi champion, parce que ce qui est marrant, c'est que je remarquais que en fait, Ibushi est plus vieux qu'Okada, par exemple. Ah oui. Ouais. De 6 ans, et, je crois. Et c'est intéressant parce qu'il est vendu comme genre le futur de la NJPW, alors qu'en réalité, ça reste en silence. Alors qu'il vient de dire il y a quelques mois qu'il va finir sa carrière à la New Japan, donc que sa carrière va pas forcément durer très longtemps encore. C'est ça. Et moi je me disais, ce qu'il y a d'intéressant avec Ibushi champion ou double champion, j'en sais rien, c'est là où ça marcherait moins avec un Naito, malgré tout l'amour que j'ai pour Naito, c'est peut-être que Ibushi est plus lisible par tous les publics que Naito. Je m'explique. Ibushi, c'est un peu un personnage. Alors, je sais que les fans, Jérôme va peut-être, tel un Naito, me lancer un Glavio la prochaine fois qu'on se voit. Mais ce que je veux dire par là, et je pense qu'il va le comprendre, c'est qu'il est plus neutre, il est plus lisible en termes de personnage. C'est simple. On n'a pas arrêté de le dire. C'est un personnage, un héros de fiction, d'aventure classique. C'est un archétype. C'est un Sangoku. Ça marche, c'est simple à lire, et c'est pour ça que Dragon Ball, ça continue de marcher dans les décennies à suivre. Naito, il y a beaucoup plus de codes qui viennent du Japon. Il y a le côté, effectivement, l'insoumission. Il y a le côté insoumission spécifiquement japonaise, qu'on appelle les Oku, donc la grosse rébellion plus spécifiquement japonaise que voilà. Donc le rapport au titre, toute l'histoire du bonhomme aussi, même si celle d'Ibushi est très dense, à moins d'avoir vu la vidéo d'un Showbuckle qui vous récapitule ça très bien, on n'a pas arrêté de vous bassiner avec ça, bon, c'est moins accessible, très clairement, dans ses codes, dans la constellation Los Ingobernables, etc. En plus, maintenant, Ibushi, c'est complètement épuré, puisqu'il fait même plus partie de The Golden Elite, de je sais pas quoi, voilà, oui, c'est complètement, voilà, c'est table rase. C'est seul homme et il va vers les étoiles tout seul. C'est ça. Il est sa seule Golden Star, avant de la retrouver, j'espère, plus tard, pour Kenny. Voilà. Mais qui nous dit que Kenny sera pas au Tokyo Dome ?
On peut pas jouer, ça c'est des trucs qu'on en parle qu'en off, parce que tu sais que ça joue avec mon cœur. Et que la crise cardiaque n'est pas loin. Et qu'il est fragile, et que voilà, donc il faut pas faire ce genre de choses. Ça je l'ai fait hors micro. Parce Mais que en vrai, je le suggère Félix, comme attention. ça. Je le Non, ouais, suggère comme ça, mais oui, en blague à vrai, part, ouais. je serais limite plus ravi que Ibushi ait seul le spotlight. Mm. Même si dans ce que je prédis moi personnellement, je le vois perdant parce que Naito il est temps ou il sera jamais temps. Mais au moins c'est bien qu'il ait le spotlight à lui tout seul. Moi je dirais d'un point de vue business, ce serait mieux. Aussi. Et ben voilà, on aura fait notre joli tour de retour vers l'été, de la rentrée. C'est ces émissions, comme on vous le dit dans ces dernières promos, un petit peu anti-morosité de septembre-octobre, Ouais. qui est cette période où on s'habitue avant de vite retomber sur le Noël, puis le Nouvel An. Mais en tout cas, vous l'avez entendu avec Félix qui garde son âme de poète, des belles choses se profilent, que ce soit à la NJPW, et puis avec nous, on espère, quoi. Bah Vous ouais. allez continuer à les partager, à échanger avec nous, à nous écouter, à vous faire des retours, s'il vous plaît, si vous avez, dès que vous pouvez, à parler de nous autour de vous, à soutenir le catch sous toutes ses formes. On en parle par Twitter interposé, mais voilà, il y a pas mal de monde qui font des trucs très chouettes. Il y a les rebuts du catch, il y a évidemment Catch Up, il y a l'ami Darren Fogg qui est souvent avec nous du côté de Vox Catch. Voilà, dans cette solidarité-là, et puis soutenez classiquement aussi le catch français. On vous parle souvent de la PC, il y a plein d'autres fédérations, la fédération Atlas aussi de Elmer Parce que les Loguerec. fédérations qu'on voit de loin c'est bien, mais il y en a qui sont juste à côté de vous, quoi. C'est ça, il y a West Catch, etc. Renseignez-vous, parce que la réalité, c'est effectivement, pour renforcer les choses, c'est de donner des sous sonnants et trébuchants pour que ça puisse se consolider, se professionnaliser. Voilà, on voit un petit peu loin, mais c'est un peu l'enjeu de la chose. Et puis sinon, voilà, on n'est pas donneur de leçons, mais si vous avez les moyens, on sait qu'on n'a pas tous des finances, on a des finances différentes, mais il y a plein de moyens de soutenir le catch en règle générale. Et puis participer au hashtag Liger, Justin Liger en France. Liger. We want Liger. Et oui, parce que rappelons-le, Jushin Thunder Liger, la légende du catch japonais, Pour du finir catch sur un catch junior. japonais. Et oui, c'est sa dernière année. Et ouais. Au prochain Wrestle Kingdom, ce sera fini. Mm. Et ce serait cool de le voir pour la première fois en France. C'est ça, on a le projet un peu fou. Bon, ça reste, on est conscient, hein, ça reste une goutte d'eau dans le. Mais des fois, des gouttes d'eau naissent des océans. Ouais. Oh, c'est beau. Hashtag We Want Liger, hashtag Poésie du pauvre. Hashtag catch et amour. Hashtag catch et amour. En parlant d'amour, on vous fait justement des bisous. Et juste avant de vous faire deuxième accolade avec les bisous, on vous dit où est-ce qu'on se retrouve. Félix, toujours. Sur Twitter, @PHELYKS_G. Et puis sur les internets, des beaux articles sur exceptioncatchesque.wordpress.com. Et le Facebook, évidemment, The Alt, toujours l'alternative du catch, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens, indé, insolite et compagnie. Pour ma part, c'est D_Mehdi, MEHDI. Pour le reste, vous l'avez dans l'annonce de fin, et vous le savez, plein d'autres émissions sympatoches sur Des Podcast, donc DEZ, podcast au pluriel à la fin. Instagram, Twitter, Facebook, sur les canaux, vous commencez à en avoir pas mal, mais n'hésitez pas à en parler, parce que avant on avait le côté oui mais on vous trouve pas sur iTunes, machin. Maintenant, si vous avez des copains qui râlent, vous leur dites ils sont sur iTunes, ils sont sur SoundCloud, ils sont sur Spotify, ils sont sur Deezer, ils sont partout, il n'y a pas d'excuses. On vous fait de nouveau des gros hugs, des bisous, des accolades, et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Retrouvez Catchacast et bien d'autres émissions de Des Podcast sur Twitter @DesPodcast, DEEZ, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom. Tu vas chercher le jus d'orange. Non, la Délicieux. liste en fait, des participants du G1, parce que j'ai peur d'oublier. Takagi. Bah ouais, surtout lui, quoi. Fallait, c'est pas grave. Faut que tu le sortes, ça, c'est obligé. Ah bah c'est obligé. C'est obligé.